Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la ligne de l'actualité. Représentant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui participe ce lundi à Séville à l'ouverture des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. On parlera de micro-importation qui bénéficie désormais d'un véritable cadre légal. Un décret exécutif encadre cette activité en plein essor qui fixe les conditions et les modalités d'exercice de l'activité. Le point de la situation à Raza, la ville continue de compter ses martyrs dont une grande partie sont des civils et des enfants. L'entité sioniste ne laisse aucun répit à la population. Et puis l'Algérie est à l'honneur de la 31e édition du Maghreb des livres avec plus d'une centaine d'auteurs. Le salon a offert un véritable pont entre les deux rives de la Méditerranée. Bienvenue à tous. Représentant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui participe ce lundi à Séville en Espagne à l'ouverture des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement en présence de 70 chefs d'État et de gouvernement et du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les participants à cette conférence examineront diverses questions liées à la problématique du financement du développement, notamment l'état de mise en œuvre du programme d'action d'Addis Abeba visant à appuyer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 en vue de formuler des propositions et des solutions collectives à même de soutenir les efforts de développement et de combler le déficit de financement. Le Premier ministre Nadir El-Arbaoui a été reçu par le roi d'Espagne, Felipe VI, qui lui a transmis un message de salutation pour le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et comme je vous le disais, à Séville se tient la 4e conférence internationale sur le financement du développement en présence de 70 chefs d'État et de gouvernement. Pour plus de détails, avec nous de Séville, Kamel Swig. Kamel, bonjour. Donc, on revient à Kamel Swig. Kamel, bonjour. L'Algérie participe à cette rencontre internationale qui se tient dans un contexte particulièrement difficile pour l'aide au développement. On sait que l'Algérie occupe une place de premier rang sur le plan régional et continental en matière de réalisation des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, l'objectif est de dynamiser les investissements en faveur des objectifs de développement durable. Quelles sont les propositions apportées en ce premier jour ? Improve debt restructuring processes to ensure that countries with unsustainable. Bonjour Amina, eh bien, la 4e conférence internationale sur le financement du développement a commencé ce matin à Séville en présence du roi d'Espagne, du secrétaire général des Nations Unies, représentant le président de la République Abdelmajid Tebboune. Le Premier ministre a pris part à cette conférence de haut niveau durant les discours d'ouverture, notamment celui du secrétaire général des Nations Unies. À plusieurs messages qui ont retenti, qui se sont répétés. D'abord l'urgence du financement, de trouver les fonds nécessaires afin de financer les projets de développement, car le temps passe vite. 5 ans nous séparent de 2030 afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Et puis le fait que nous vivons un tournant dans l'histoire de l'humanité, il faut agir maintenant et de façon urgente. Pour Antonio Guterres, cela passe par un système fiscal plus juste, entre autres, mais toute la question est comment faire vite et bien en investissant massivement d'abord dans les ressources humaines, dans l'éducation, dans la santé, car 5 ans nous séparent de 2030. Rappelons la position de l'Algérie défendue pendant longtemps par le président de la République Abdelmajid Tebboune, notamment lors de la 78e session des Nations Unies en 2023. Son discours est encore inscrit sur le site officiel des Nations Unies. Le président de la République avait appelé à mettre fin au dysfonctionnement de l'ordre mondial, appelant à un nouvel ordre fondé sur l'égalité et entre les États membres de l'ONU. Nous vous tenons informés de l'évolution de ce congrès, des décisions qui seront prises, que ce soit aujourd'hui ou demain.
Merci à vous Kamel Swig pour tous ces détails. Coopération maintenant, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a reçu aujourd'hui le ministre de la Justice et de la Police suisse, Beat Jans, qui effectue une visite de travail en Algérie. Lors de cette rencontre à laquelle ont assisté le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, et la directrice de l'Office fédéral de la police suisse, Eva Wildy Cortés. Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays et ses perspectives en tenant compte des relations historiques qui unissent l'Algérie et la Confédération helvétique. À cette occasion, un accord de coopération bilatérale a été signé entre la Direction générale de la Sûreté nationale et la police suisse. Cet accord permettra de renforcer la coordination bilatérale entre les deux parties. Et puis cette information qui devrait intéresser les auto-entrepreneurs, publication du décret exécutif régissant l'activité de micro-importation signé par le Premier ministre Nader El-Arbaoui, décret exécutif qui fixe les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de micro-importation par l'auto-entrepreneur. Cette activité est exercée exclusivement et personnellement par les personnes physiques disposant du statut d'auto-entrepreneur octroyé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Et c'est une première en Algérie. La micro-importation bénéficie désormais d'un véritable cadre légal. Un décret exécutif encadre cette activité en plein essor, portée par des milliers d'auto-entrepreneurs. Une mesure saluée qui pourrait bien changer le visage du commerce parallèle et offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse. Raouf Hamoucha. Les milliers de personnes exerçant le commerce dit du cabas sortent enfin de l'ombre à la faveur du récent décret exécutif fixant les conditions d'exercice de cette activité longtemps pratiquée de manière informelle. En leur offrant un cadre légal, les désormais micro-importateurs ont la possibilité d'importer à titre individuel des biens d'une valeur ne dépassant pas 1 800 000 dinars. Ils auront droit à seulement 2 voyages par an, l'allocation touristique annuelle étant exclue du calcul de la valeur des marchandises importées. La démarche d'inclure ces micro-importateurs dans le circuit formel semble satisfaire plus d'un. Dieu merci, nous sommes contents de la décision du président de la République qui nous permet désormais d'importer légalement. Franchement, on est soulagés. Grâce à la décision du président, on peut enfin ramener de la marchandise sans se cacher dans le cadre de la loi. Notre démarche visait à combler le manque de certains produits en important en petite quantité uniquement ce que les clients recherchent et qu'on ne trouve pas ici. C'est un grand jour pour nous. On remercie le président. Le fait que le président de la République ait accordé à ces personnes le statut d'agent économique représente déjà une grande avancée. À terme, cela aura un impact important sur l'économie nationale. Avec un droit de douane réduit à 5%, les micro-importateurs ne pourront cependant pas importer certains produits comme les médicaments. Ces mesures qui viennent encadrer et dynamiser la micro-importation témoignent de la volonté de l'État d'accompagner durablement la jeunesse dans ses projets économiques. Nous allons répondre à présent à certaines problématiques dans le domaine de l'entrepreneuriat, à savoir le délai de création d'une micro-entreprise et la gestion des micro-zones d'activité. Sachez justement que l'Agence nationale d'appui et développement de l'entrepreneuriat, NESDA, a lancé sa nouvelle plateforme numérique. Objectif, inciter à investir et faciliter le suivi des projets, mais aussi bénéficier des avantages assurés par ce dispositif. Dans le cadre de l'encouragement et du renforcement de l'acte de l'entrepreneuriat et la facilitation des demandes des porteurs de projets, la NESDA, Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, a lancé ce matin sa nouvelle plateforme numérique. Ce nouvel outil va offrir des nouvelles perspectives aux porteurs de projets et la possibilité pour eux de s'inscrire sur cette plateforme ainsi que le suivi de leurs projets à distance et l'obtention de toutes les informations dont ils ont besoin pour la réussite de leur entreprise. Je pense qu'il y a deux problématiques majeures. La première, c'est à quelle vitesse on crée aujourd'hui la micro-entreprise en Algérie. C'est le premier défi de notre agence. Et le deuxième défi, c'est la gestion des micro-zones d'activité. Aujourd'hui, nous avons remarqué que cette problématique a été posée à maintes reprises et nous fournissons en collaboration avec l'ensemble des
des parties prenantes pour fournir des solutions ou bien apporter des solutions à cette problématique. Lors de cette réunion, également, cela a permis d'obtenir des informations en temps réel aux entrepreneurs et à ceux qui veulent lancer leur première start-up. La nouvelle plateforme permettra d'offrir aux jeunes entrepreneurs une prestation de qualité et une diminution des lenteurs bureaucratiques. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale de numérisation de l'administration publique et la promotion de l'économie nationale en encourageant l'investissement et l'entrepreneuriat ainsi que la création de nouvelles entreprises et des opportunités pour la jeunesse. Notre agence, depuis une année, essaye de réformer son système et nous avons, disons que nous sommes dans la bonne voie, mais il reste beaucoup de choses à faire, notamment dans la problématique de la gestion des micro-zones d'activité. En marge de cette présentation, la NESDA a honoré quelques entrepreneurs et lanceurs de start-up qui ont eu la réussite escomptée. Cet événement a également permis de mettre en évidence certaines success stories. Nous sommes ravis de toutes les facilitations qui ont été émises par le président de la République, par tous les organismes, par NESDA. Et c'est un encouragement qui va booster notre entreprise, booster notre esprit et donner du courage à d'autres, peut-être, pourquoi pas, étudiants à créer leur entreprise. Avant la création d'une entreprise, avant même la naissance d'une idée, tout commence par un rêve. Un rêve qui, par la persévérance, finit par devenir réalité. Parlons à présent d'énergie électrique. En Algérie, les besoins sont en constante augmentation. Sonelgaz prévoit de porter ses capacités de production à plus de 27 000 mégawatts pour satisfaire la forte demande, d'où l'importance de la gestion du système électrique. Sid Ahmed Bouraïb. Au niveau de cette cellule informatique qui dépend du Centre national de gestion du système électronique, on contrôle la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. C'est de là également que se fait le contrôle de l'alimentation de la Tunisie en électricité à travers un réseau d'interconnexion avec ce pays voisin. Nous avons 3 équipes qui travaillent 24 heures sur 24. Chaque équipe est composée de 6 techniciens. Il y a ceux qui sont spécialisés dans la production d'électricité et ceux spécialisés dans la gestion des réseaux d'alimentation. Le réseau fonctionne grâce à un système ultra développé qui dépend de l'intelligence artificielle, équipé d'une base de données numérique qui traite les informations avec précision et en un temps record. L'année passée, on a produit 25 000 mégawatts. Cette année, on a rajouté 1172 mégawatts. Et pour préserver les ressources énergétiques, la direction de distribution de Sonelgaz a lancé une campagne de sensibilisation en direction de ses clients afin d'économiser l'électricité. Je suis avec attention la campagne de sensibilisation de Sonelgaz. On laisse souvent les lampes allumées pour rien. Il faut faire attention car c'est de l'énergie gaspillée. Nous avons mis en service 3 nouveaux transformateurs électriques à Bouzerrea, Bab el Oued et Ouled Fayet. Le Centre national de gestion du réseau électrique fonctionne avec un système efficace qui est développé et mis à jour en permanence afin de répondre aux besoins selon une vision prospective, renforçant au passage le domaine de l'énergie, de l'exploitation des ressources naturelles et le développement des industries stratégiques. L'actualité à l'étranger, d'abord à Gaza, qui continue de compter ses martyrs, dont une grande partie sont des femmes et des enfants. L'intensification des bombardements sionistes sur le quartier Toufah, le camp de Jabalia dans le nord, ou encore la ville de Khan Younes ne laisse aucun répit à la population, et ce dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Hakim Kshroud. Pas de répit pour la population palestinienne qui continue de vivre sous les intenses bombardements de l'entité sioniste. Et pas d'arrêt non plus des sons de sirènes et du balai des ambulances et les cris de souffrance et de douleur des blessés et de ceux qui ont perdu un ou plusieurs membres de leur famille. Parmi les victimes, des dizaines d'enfants qui arrivent par vagues successives aux hôpitaux, victimes de nombreux tirs sionistes durant les dernières heures.
Je le jure, et si Dieu le veut, ça s'arrêtera un jour. Aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que d'accepter notre destinée. Dans les décombres de ces maisons complètement détruites et de ces toits qui se sont effondrés sur les habitants dans la ville de Gaza, les secours continuent inlassablement la recherche d'éventuelles victimes et blessés et d'évacuer les corps des nombreux martyrs avec l'aide de la population, et ce, malgré les difficultés et le manque de matériel, à l'image de cet habitant qui cherche inlassablement ses enfants sous les décombres. Je n'étais pas là et on m'a informé que notre quartier a été touché par le bombardement. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la maison complètement effondrée. J'espère que mes enfants sont sains et saufs et qu'ils n'ont rien. Mais j'ai peur qu'ils soient sous les décombres. Où voulez-vous qu'ils soient ? L'entité sioniste a multiplié ses attaques ces dernières heures sur plusieurs villes et les camps de réfugiés palestiniens. Surtout le quartier Toufah et le camp de Jabalia dans le nord, mais également la ville de Khanoun dans le sud, causant d'énormes dégâts. Nous étions chez nous quand subitement des missiles nous sont tombés dessus. Il y a beaucoup de martyrs et là, il reste de nombreux enfants encore sous le bâtiment. Les bombardements et tirs de missiles sionistes incessants visant aveuglément chaque parcelle, ville, quartier et camp de réfugiés de la bande de Gaza continuent dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Et puis sachez que le principal fonds de pension de Norvège a annoncé aujourd'hui s'être désengagé des groupes américains Oshkosh Corporation et allemand ThyssenKrupp, accusés de fournir à l'armée sioniste des armements qu'elle utilise dans la bande de Gaza. Les deux sociétés ont été exclues en vertu du critère relatif à la vente d'armes à des États impliqués dans des conflits armés utilisant ces armes d'une manière constituant des violations graves et systématiques des règles du droit international dans les conflits. Signaler la corruption peut vous coûter cher au Maroc. En effet, un arsenal juridique empêche les citoyens et les associations de lancer l'alerte et limite l'action de la justice. Une situation qui, selon la voix du peuple, sert avant tout à protéger les puissants au détriment des Marocains qui se noient dans les inégalités. Fouzi Atej et Majda Jahmouna. Quand l'intégrité dérange, on la fait taire. Et c'est exactement ce qui se passe au Maroc. En effet, toute loi susceptible de contrarier ou freiner la corruption disparaît discrètement du débat. Pas parce que sa légitimité est remise en cause, mais pour la menace qu'elle fait peser sur les intérêts de ceux qui, dans l'ombre, s'enrichissent sur le dos du peuple marocain en toute impunité. Le gouvernement a retiré plusieurs projets de loi qui visaient à lutter contre l'enrichissement illicite. Il a évité de s'attaquer aux vrais enjeux de la corruption, notamment en refusant de réformer le système de déclaration obligatoire des biens. Pire encore, aucune stratégie n'a été engagée pour récupérer les fonds détournés. La loi interdisant aux Marocains ainsi qu'aux associations de dénoncer la corruption marque un tournant grave. Il s'agit là d'une série de mesures orchestrées par le Makhzen pour défendre ses réseaux et ses intérêts. Ils sont allés jusqu'à interdire au parquet d'enquêter et d'engager des poursuites. Tout cela va à l'encontre des engagements internationaux du Maroc, notamment des principes constitutionnels du pays qui prônent la justice et l'égalité devant la loi. Dans un pays où l'alerte devient un délit, la corruption, elle, prospère davantage au détriment d'un peuple démuni. Retour en Algérie à la place Kétani, le nouveau bijou d'Alger-la-Blanche, situé en plein cœur de la capitale Esplanade, offre des aires de loisirs et des installations sportives et autres promenades surplombant la mer idéale pour les piétons. Hakim Mekshrout. La place Kétani, en plein cœur de la capitale, un nouvel espace de loisirs, redonne vie à l'environnement urbain. Petits et grands trouvent leur bonheur dans cet espace aménagé pour tous.
Terrain pour différents sports, des pistes cyclables ou encore aires de jeu et zones de détente, un véritable bol d'air pensé pour les familles. C'est un très bel espace qui nous plaît énormément. Aujourd'hui, nous sommes venus jouer, courir ou faire du vélo. Ils ont construit un très bel espace pour les habitants d'Alger Centre. Nos enfants n'avaient presque aucun espace pour s'amuser. Aujourd'hui, je n'ai qu'à prendre le métro pour venir ici. C'est un nouvel espace où nous pouvons faire de longues promenades, prendre une bouffée d'air. Le lieu est propre et sécurisé. La place Ketani s'inscrit dans un projet d'envergure, le Plan Bleu, une initiative ambitieuse portée par la wilaya d'Alger qui vise le réaménagement complet de la baie d'Alger. Un chantier structurant, toujours en cours d'extension, avec notamment le lancement des travaux au niveau de la plage Farhani. Pour cela, la wilaya a mobilisé d'importants moyens, aussi bien humains que matériels, pour faire de ce site un véritable pôle de loisirs et de détente. C'est un projet de protection et d'aménagement de cette plage sur une longueur de 300 mètres avec le réaménagement de la baie d'Alger depuis Qaasor. Les travaux de ce projet ont débuté par l'agrandissement et la création d'esplanades qui permettront aux visiteurs de s'installer confortablement face à la mer. La réhabilitation du front de mer s'impose comme un projet stratégique de premier plan qui vise à redonner à El Behja tout son éclat d'antan. Direction l'hôtel de ville de Paris où s'est tenue ce week-end la 31e édition du Maghreb des livres. Cette année, l'Algérie était à l'honneur avec plus d'une centaine d'auteurs réunis pour célébrer la richesse et la diversité des lettres algériennes. Entre rencontres littéraires et débats, le salon a offert un véritable pont entre les deux rives de la Méditerranée. Afaf Blouchette. L'hôtel de ville de Paris s'ouvre 2 jours durant aux lettres algériennes. Des lettres tant ancrées qu'ancrées dans la Méditerranée. Pour cette 31e édition du Maghreb du livre, plus d'une centaine d'auteurs, 30 débats et une demi-douzaine de cafés littéraires, des grappes d'éditeurs qui font crépiter les marges. Autant dire qu'on ne pouvait pas circuler sans heurter un alexandrin ou trébucher sur un mot amazigh. C'est toujours la même influence. Et qu'il y a énormément d'Algériens qui renouent avec la culture de leur pays à cette occasion-là. Alors on voit des familles entières arriver avec des enfants, particulièrement comme se tient un week-end, donc c'est plus facile. Et on se rend compte qu'il y a un réel engouement pour l'écriture des auteurs algériens et que là, leur est donné ici l'occasion d'être mis en relief. La visibilité, justement, n'a plus le goût d'autrefois. Elle est passée de l'imprimerie au clic, de l'encre à la pixel chose, et Slim, l'inimitable, le résume d'un trait. Je pense, oui, parce que c'est assez révélateur. C'est-à-dire, d'abord, je mets un dessin et des milliers de gens le voient. Alors qu'avant, non. Avant, il fallait l'imprimer, il fallait le mettre dans les kiosques, il fallait en parler. Alors que maintenant, non, c'est autre chose. Autre horizon plus intime, les relations franco-algériennes. Et contre les discours extrémistes qui claironnent le divorce, la salle du Maghreb des livres plaide pour le délit de liaison. Les étagères d'histoire débordent et les lecteurs français sont au rendez-vous. Moi, je circule beaucoup à travers mes films, à travers les expositions. En France, on aime les Algériens. Il y a un métissage, il y a des rencontres qui datent de très longtemps. Donc, il fait plus de mal qu'autre chose en stigmatisant. Pas le gouvernement algérien, il stigmatise nous, les franco-algériens, les franco-algériens. Et c'est ça qui est... C'est une façon de défier le divorce officiel franco-algérien et trouver des chemins des retrouvailles. La figure d'Averroès relie les deux rives de la Méditerranée. Je pense qu'il est grand temps de relier mieux encore la France et l'Algérie et la France par-delà tous les conflits et les discordes actuels entretenus au plus haut sommet du ministère de l'Intérieur. Enfin, Florence Baugé tire le fil mémoriel. Ça prouve l'intérêt qu'ont les Français pour l'Algérie. Il continue d'y avoir une sorte de fascination réciproque, d'exaspération, de ressentiment, d'amour, de haine, de tout. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas cette histoire entre la France et l'Algérie. Et ça n'en finira pas tant que les choses n'auront pas été dites et des excuses présentées de la part de la France. Ça, je le maintiens maintenant et je le dis et je le redis à chaque occasion.
Cette 31e édition l'a prouvé, les pages franco-algériennes refusent de jaunir. À force de passerelles, une centaine d'auteurs, 30 débats et des milliers de visiteurs ont esquissé un pont d'encre où la Seine tutoie la Méditerranée. Au-delà des tumultes diplomatiques, la littérature persiste, tenace à raturer les frontières. Elle s'engage pour qu'entre Alger et Paris, le dernier mot ne soit pas rupture, mais le chapitre à venir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.